Nouveau numéro de reporter sur France 24, direction la Côte d'Ivoire et plus précisément le nord du pays où plane la menace du djihadisme. Nous parlons de cette région située à la frontière avec le Burkina Faso au nord-est du pays et que les groupes armés burkinabés utilisent comme zone de repli. En l'espace de 2 ans, 5 attentats non revendiqués ont été perpétrés. Le plus important, en juin 2020, contre un poste militaire, a fait 14 morts. Et depuis, le quotidien des habitants est devenu très compliqué. En plateau avec nous, Samuel Bernard. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes le correspondant de France 24 en Côte d'Ivoire. On va découvrir dans un instant votre reportage situé, tourné dans cette zone extrêmement compliquée et ça n'a pas été facile d'y accéder. Alors tout à fait. Après l'attentat de juin 2020, il était quasiment impossible de se rendre sur place. C'est seulement en janvier 2022, donc 1 an et demi après ces attentats, que l'armée ivoirienne a mis en place une forme de corridor sécurisé allant donc de la ville de Kafolo vers Tougbo, qui nous a permis de rencontrer les populations et d'obtenir leur témoignage. Alors ça, c'est en janvier, et ensuite en avril, nous avons pu suivre une brigade de l'armée ivoirienne qui est donc chargée de surveiller les points stratégiques au long de la frontière avec le Burkina Faso. Donc reportage vraiment dans une zone où on a peu l'habitude de voir des images. Côte d'Ivoire, la menace djihadiste. Reportage que vous avez tourné avec Hanan Ferjani et on vous retrouve juste après. Poste de commandement de Kong, à 600 km d'Abidjan, les forces de sécurité se préparent pour une sortie de nuit. Ce soir, des individus suspects ont été signalés dans les environs, tout près de la frontière avec le Burkina Faso. Tout personnel suspect appréhendé devra faire l'objet de fouilles suivant les procédures opérationnelles que vous connaissez. Nous allons effectuer 2 patrouilles. Une patrouille ira dans la zone de Tchamé et une autre patrouille ira dans la zone de Tougbo. Ces militaires sont déployés à l'extrême nord-est du territoire depuis la toute première attaque djihadiste dans la région, survenue en juin 2020. À bord de véhicules blindés et en convoi, ces escadrons remontent vers la frontière. Nous travaillons dans une zone d'action qui est beaucoup perturbée. Alors voilà, ça serait des ennemis qui sont susceptibles de ralentir notre action dans notre zone d'action. Donc ils peuvent piéger tout au long de notre progression, notre itinéraire. L'élément de tête a vu des éléments suspects sur notre acte de progression. Ils ont débarqué, ils sont en train de faire la fouille. Nous allons aller voir de quoi il s'agit. D'où la progression vers les lieux. Par précaution, les militaires avancent doucement et en file indienne. Ce soir, pas d'engin explosif en vue, mais à 200 mètres de notre véhicule, les démineurs ont découvert un cratère au sol. Les djihadistes n'ont pas eu le temps d'y poser une mine. Ils enterrent la charge et puis ils ont la source d'énergie. Lorsqu'ils regardent la fréquence de vos passages, eux, ils se donnent le moyen de pouvoir venir vous prendre en embuscade. Les ponts comme celui-ci sont la cible privilégiée des groupes armés. 2 semaines plus tôt, c'est tout près d'ici que cette unité a essuyé des tirs avant de repousser les assaillants. Des escarmouches récurrentes sur lesquelles l'armée communique peu. C'est la zone la plus risquée. Voilà. Donc quand il y a susceptible d'attaque au niveau de Kafolo, de cette zone-là jusqu'à un deuxième point particulier, elle est susceptible de tomber sur les embuscades. Donc tout ce qui est point particulier, on va en mode sûreté. C'est la première fois en 2 ans que l'armée autorise les médias internationaux à assister à une de ces opérations antiterroristes au nord. Officiellement, les autorités ont repris le contrôle de la zone, mais les éléments de langage répétés par le lieutenant Kambal ont du mal à convaincre. Comme on le dit, le risque est toujours élevé, mais on fait avec. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes entraînés pour. Puis bon, on essaie de faire
de faire notre mission comme il le faut et de mettre la population en confiance. Les renforts continuent à arriver dans la zone, déjà forte de 4000 hommes, car malgré l'accalmie, cette région proche d'une bande sahélienne en proie au terrorisme reste vulnérable. C'est le cas du village de Kafolo, théâtre de la première attaque djihadiste dans la région. Tout bascule dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, lorsque les habitants du village sont réveillés par des tirs. C'est ici. Paterne se souvient de cette nuit-là. L'impact des balles, du sang, tout est là. Mais moi personnellement, je ne suis pas arrivé ici. Moi, je travaille à la ferme. Chaque matin, je passe ici pendant la ferme. Donc, vraiment, venir voir des corps des gens, il n'y a pas pu le faire. Ces corps sont ceux de 14 militaires burkinabés et ivoiriens. Le dernier vestige de cet assaut, l'empreinte d'un préfabriqué en bois tout récemment retiré. Cette attaque est considérée comme des représailles à une opération militaire conjointe pour déloger des djihadistes installés dans la zone. Un coup dur pour la Côte d'Ivoire, 4 ans après l'attentat meurtrier de Grand Bassam. Les Sassais aussi, quand ils partaient en brousse, ils venaient dire qu'on avait des gens bizarres, Bon, on savait qu'il y avait des djihadistes qui étaient dans les parages. Mais dire qu'ils vont venir attaquer Kafolo, on ne nous croyait pas. 9 mois plus tard, 2 soldats et un gendarme ivoirien sont tués ici, ainsi que 3 terroristes. On prie Dieu pour ne pas que ceux-là reviennent ici encore. Voilà. 2 fois, c'est trop. Voilà. Paterne nous conduit dans cet hôtel, autrefois prisé des touristes étrangers. Aujourd'hui, plus aucun visiteur en vue. Avant la première attaque, il dirigeait une troupe de théâtre locale qui se représentait dans cet établissement. Ici, c'est fermé, sinon on ouvrait. Quand on ouvre ici, là, on jouait ici. C'est fermé. Donc, ils ouvraient ici, là, et puis nous, on rentrait là. Et il y avait le spectacle ici. Bon, c'était bien. Bon, il n'y a pas ça. Ceux qui rentraient les chambres, ils ne sont pas là, les guides ne sont pas là, rien, il n'y a même pas de voiture. Tout est parti. Les gens ne travaillaient même pas. Avant, les gens travaillaient ici. Voilà, chaque fin de mois, chacun avait un peu, chaque fin de mois, même si ce n'était pas beaucoup, mais les gens, il y avait un peu. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. À l'exception de 2 employés qui entretiennent les jardins et nourrissent une poignée de chimpanzés. C'est triste un peu, non? Oui, c'est très triste. Voilà pourquoi j'ai dit à l'autre, j'ai dit, mais les gens, les djihadistes, ils ont un peu gagné, puis qu'ils ont réussi à ruiner la vie du village de Kafolo. On n'a plus de ressources, on n'a rien. Malgré un large déploiement militaire le long de la frontière, ceux qui restent de l'économie locale, comme l'agriculture ou la pêche, souffrent aujourd'hui de l'insécurité ambiante. Car le mode opératoire des groupes qui sévissent dans la zone ne se limite pas à l'attaque armée. Ils entretiennent aussi le sentiment de peur à travers l'intimidation des populations, comme dans ce village situé à une poignée de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. Il y a un an, des individus armés pénètrent dans la localité, réunissent la population autour de la mosquée et accusent des personnes d'être des informateurs des forces de sécurité nationales. On était là, à la prière ici, vers 19h30 comme ça. C'est là qu'ils sont venus nous trouver à la mosquée ici. Ce cultivateur a accepté de témoigner à condition de garder l'anonymat. Ils sont venus en moto. Ils étaient remarqués des 3-3. Il y avait beaucoup de motos. Quand ils sont venus, ils ont regroupé tout le monde ici. Ils disent bon, que c'est eux on appelle djihadistes. Quand on attend djihadistes à la télé, à la radio, c'est eux. On dit bon, pas d'aujourd'hui. Ils sont ici. Ils vont venir faire tout ici. Mais il ne faut pas qu'on va les frapper pour les dire qu'ils sont ici. Vous les connaissez? On ne se connaît pas même. Mais ils connaissent tout le monde. Parce que quand ils sont venus, il y a des noms, ils ont appelé même des villages ici même. Ils connaissent tous. Depuis leur passage, la vie a changé ici. Les villageois évitent les longs déplacements. Aucune moto ne circule après 18 h. On a peur. Donc ceux qui ont peur là, ils ne vont pas changer. Moi, mon champ, ça va 7 km. Ça va au moins 5 mois, 6 mois. Comment est-ce que vous gagnez votre vie? Avec l'argent, souvent là, on débrouille, sinon il n'y a pas d'argent. On se débrouille. Les habitants du village tentent tant bien que mal de tourner la page de la terreur. Mais c'est la méfiance qui semble s'être depuis installée dans la région. La méfiance envers une communauté en particulier, celle d'éleveurs semi-nomades qui appartiennent à l'ethnie Peul.
Au lendemain de la première attaque de Kafolo, les forces de sécurité interpellent plusieurs responsables, dont un Peul du Burkina Faso. Aujourd'hui, les mesures de surveillance prises à l'encontre des Peuls de la région sont à peine dissimulées par les autorités locales. Les Peuls sont pointés du doigt depuis plusieurs années dans la lutte contre le terrorisme au Mali et Burkina Faso voisins. Il y en aurait entre 35 000 et 40 000 dans la région ivoirienne du Bunkani, selon des sources militaires. Une communauté vivant essentiellement dans des campements logés en pleine brousse pour rester proche du bétail et dont le quotidien est précarisé depuis le début des incursions. Ces deux éleveurs Peul sont nés et ont grandi en Côte d'Ivoire. Cette région est la seule qu'ils connaissent. so koɗo wari ɓe nangan ɓe laawol ɗum fuu acci faa laaɓi a yahata to goɗɗo faa a suusa nangude bedda hono kiloji 10 kina hula fay nayi ɗiɗo lumbata ɗo joni kina lumbu tilay ɗi wara ndiyam wonɗo ɓe naɓi sukaɓe fulɓe ana to ana foti lewru hannde donc ɓe tawi ɗum tan yehi hessoyi huɗo gaɗowo cuuɗi mum tan an ɓay moto muɗum fa ya ngendi goni warata ɓe naɓi ɗo ani. Oui, allô, Ousmane. Reste là. Bassori est le chef d'un petit village du nom de Nation. Figure respectée dans le département, il s'est donné pour mission de soutenir la communauté Peul, qu'il connaît très bien. Mi ben sa sufetrama ni fenga o aba yere korosi la aha ni akoni ni mo ne ama sendo kokunda foira ala ni koko nana na amena se ka nyon demara albisa amala dari. Bassori a fait libérer une dizaine de membres de la communauté Peul ces derniers mois. Il s'est plusieurs fois rendu en personne à la gendarmerie de Kong, chef-lieu du département, pour témoigner en faveur de jeunes hommes interpellés et signer une lettre d'engagement pour obtenir leur libération. Selon lui, il ne faut surtout pas céder à la tentation du conflit intercommunautaire. Les militaires, quand tu vois sur la route, tu appelles paf, on te prend. Souvent même, on va jusqu'à dans le campement, on te prend. Ce sont des humains. Et quand ils sont venus, on les a installés. Quand on les a installés, on travaille ensemble, on vit ensemble sans problème. Quand on regarde sur le plan humanitaire, c'est grave. Si tu es un homme, si tu vois ton semblable qu'on est en train de maltraiter, ça doit te faire mal, selon moi. Bassori espère que l'amélioration du contexte sécuritaire permettra d'apaiser les relations entre communautés. De leur côté, les forces de sécurité assurent ne discriminer aucune ethnie dans leur lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire a annoncé un recrutement de 10 000 soldats sur 3 ans pour grossir les rangs de son armée. Et en plateau avec nous, on retrouve Samuel Bernard, correspondant de France 24 en Côte d'Ivoire. Samuel, on l'a vu, les populations Peul sont particulièrement exposées. Est-ce qu'il y a un risque de conflit interethnique? Alors, à mesure que la situation sécuritaire, il ne faut pas oublier que depuis juin 2021, il n'y a plus d'attentats, seulement des escarmouches entre l'armée ivoirienne et les groupes locaux. Donc, à mesure que la situation s'améliore, on va dire, les tensions intercommunautaires, elles, diminuent, elles aussi. Alors, depuis notre départ, nos informateurs nous informent que les arrestations arbitraires de personnes membres de la communauté Peul sont de plus en plus rares. Il y a eu beaucoup également de libérations donc de prisonniers, mais
il faut quand même donc dire que la méfiance, elle, persiste, et ce pour deux raisons. Les groupes qui opèrent donc dans la région, dans cette zone, sont des groupes qui sont, par exemple, comme la Katina Massina, sont dirigés par des membres de la communauté Peul. Et puis, il y a ces vieilles tensions, ces vieux conflits entre donc une communauté qui pratique aussi le pastoralisme. Oui, on le voit dans vos images, très belles images d'ailleurs, de ces troupeaux qui vont en liberté d'une certaine manière. Tout à fait, et donc voilà, qui sont en conflit avec les agriculteurs locaux qui, eux, ont un mode de vie plus sédentaire. Alors, pour éviter justement que la situation ne dérive vers un conflit intercommunautaire à proprement parler, comme par exemple au Burkina Faso ou au Mali, il faut avant tout et surtout espérer que la situation sécuritaire se maintienne telle qu'elle est, et puis que les habitants de la localité fassent le choix aussi du vivre ensemble, comme ce chef que l'on voit à la fin du film. C'est ce que j'allais dire, on voit qu'il y a des gens pacifistes à l'œuvre pour faciliter la vie entre communautés. Comment se positionne la Côte d'Ivoire, Samuel, dans la lutte contre le terrorisme dans cette région du Sahel ? Alors la Côte d'Ivoire se positionne comme un leader régional. Il faut rappeler qu'en 2021, une académie internationale de lutte contre le terrorisme a été inaugurée avec la France, une académie qui a vocation à former les armées de la sous-région. Mais bon, le souci, c'est que toutes les relations entre les différents pays ne sont pas forcément au beau fixe. Par exemple, depuis la crise des 49 soldats ivoiriens arrêtés actuellement au Mali, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali se détériorent jour après jour. Et d'ailleurs, lors d'un discours auprès des familles de ces 49 soldats, le ministre de la Défense ivoirien s'est inquiété de voir que cette crise puisse avoir un impact sur la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup, Samuel Bernard, correspondant de France 24 en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.